Merci beaucoup Patrick. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour me prêter à l'exercice d'un décryptage des outils de la finance durable. Alors j'ai tendance à parler de la finance responsable, je vous expliquerai ensuite pourquoi. Pardon, merci. Qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et tient particulièrement à cœur de mon équipe Green Solus, puisqu'on est convaincu que c'est en travaillant ensemble, secteur de l'immobilier et secteur financier, qu'on arrivera à faciliter, à accélérer la transition environnementale du secteur immobilier. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Green Solus, on est un acteur dédié à la facilitation et l'accélération de la transition pour un immobilier, une ville durable et inclusive. Ce qui nous distingue, c'est la conviction qu'il est nécessaire d'aborder les thématiques d'immobilier responsable selon une logique systémique. Donc en regardant vraiment toutes les facettes nécessaires à l'avènement de l'immobilier responsable. Ça passe bien entendu par une approche technique, par une approche stratégique, mais aussi par la prise en compte de la finance, sans laquelle il sera difficile de passer d'un stade de projet pilote en matière d'immobilier durable et responsable à une massification requise pour la transition environnementale. Et chez Green Solus, on est très loin des discours de la collapsologie ou alarmiste. On croit à la co-construction, à l'intelligence collective avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier, en premier lieu les organismes certificateurs qui apportent comme Certivea des signaux forts de lisibilité et de transparence au marché. Alors en termes d'expertise, très rapidement, pour pouvoir être en phase avec cette conviction d'une logique systémique, nous accompagnons les acteurs en mobilisant 4 pôles d'expertise. Un premier pôle de conseil et d'accompagnement sur l'ensemble des thématiques d'immobilier responsable à l'échelle des opérations immobilières de quartier, à l'échelle des villes, mais également à l'échelle corporate des acteurs en matière de définition et de plan d'action RSE, notamment pour les acteurs immobiliers. Nous sommes également convaincus qu'il est nécessaire aujourd'hui, plus que jamais, de travailler la question de la pédagogie et de l'embarquement à grande échelle au sein des acteurs de la chaîne immobilière et urbaine, aménageurs, promoteurs, investisseurs, utilisateurs. Donc ça suppose de pouvoir sensibiliser et former des centaines, voire des milliers de collaborateurs. Donc là, on a développé notamment une solution tech pour adresser cette question. Notre troisième pôle d'expertise est dédié, lui, à la finance responsable, d'où ma raison, d'où le fait que je me tienne devant vous aujourd'hui avec 3 volets qui nous paraissent clés pour accélérer le dialogue et la co-construction entre les acteurs financiers et les acteurs de l'immobilier. D'abord travailler la partie investissement responsable, donc auprès des acteurs financiers qui investissent dans l'immobilier, la définition de démarches ESG, de démarches de responsabilité, comment est-ce qu'on identifie, on définit un actif vert, comment est-ce qu'on structure une démarche de responsabilité à l'échelle de fonds par exemple, mais également faire en sorte que ces deux univers se rencontrent. Green Solus se situe à l'interface de l'univers financier et de l'univers immobilier pour faciliter l'allocation des fonds financiers vers les projets, les porteurs de projets responsables qui ont besoin de ces fonds. Nous travaillons enfin sur la question du reporting d'impact, parce que c'est une chose de dire qu'on va investir dans des actifs immobiliers verts, c'en est une autre de mesurer l'impact avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs fiables, et ça c'est le gros enjeu pour la finance responsable appliquée à l'immobilier de demain. Et on ne serait pas cohérent si, une fois qu'on a conseillé, accompagné, travaillé sur la pédagogie, sur la finance responsable, on ne contribuait pas au sein de notre écosystème à partager et à diffuser les meilleures pratiques sur cette question-là et à faciliter votre accès à l'information sur ces sujets-là, parce que quand on parle d'immobilier de ville responsable, c'est pas toujours évident d'avoir accès à cette information. Et nous avons notamment lancé une initiative qui s'appelle Chroniques urbaines, qui en 2020 prendra la forme d'une plateforme média sur ces sujets. Mais je vais pas rester plus longtemps sur l'activité de Green Solus, mais rentrer directement dans le vif du sujet pour vous apporter ce panorama. Alors le premier élément, je pense qu'il faut
faut avoir en tête, c'est que la réglementation est du côté de l'accélération de l'application de la finance responsable à l'immobilier. S'il y avait un élément, une information à retenir par rapport à la réglementation, c'est l'article 173 de la loi de transition écologique, de la transition énergétique pour la croissance verte, qui a été publié en 2015, qui est entré en vigueur à la fin d'année 2015, et qui a un article qui intéresse plus particulièrement les investisseurs, qui est l'article 173, qui porte sur le fait que les investisseurs sont désormais tenus d'être transparents sur les informations liées à leurs investissements sur le volet ESG, environnemental, sociétal et de gouvernance. Et un alinéa plus particulièrement porte sur la question climatique notamment. Alors vous allez me dire, l'article 173 concerne plus de 800 investisseurs institutionnels. On appelle les investisseurs institutionnels les investisseurs qui sont dans l'univers financier. Si je devais vulgariser rapidement, les sociétés de gestion, les mutuelles, les assurances. Alors, ils sont directement concernés par cet article 173. Alors, quid du secteur immobilier dans ce contexte ? Eh bien, l'article 173 pour le secteur immobilier a un effet d'entraînement, puisque ces investisseurs institutionnels et les sociétés de gestion, par rapport à leurs investissements, notamment au niveau de valeur mobilière, vont avoir besoin d'informations et de remontées de données. Et donc c'est là que les informations fournies par les sociétés de gestion en immobilier et les foncières sont pertinentes. Donc l'article 173, effet d'entraînement pour le secteur immobilier. Deux autres informations importantes par rapport à la réglementation. Un groupe de travail qui s'appelle la TCFD, qui a été impulsé par Michael Bloomberg en 2015, qui aujourd'hui est un groupe de travail qui rassemble des investisseurs engagés sur la question de l'intégration de l'analyse climatique dans le reporting extra-financier. Et une deuxième impulsion réglementaire importante à avoir en tête, et que Patrick Nossan mentionnait, c'est la taxonomie. Donc on parle de taxonomie en français, c'est un terme qui peut paraître un petit peu barbare. En fait, il s'agit d'un référentiel des activités durables à l'échelle européenne, donc pour permettre une visibilité au niveau du marché entre ce qui peut être considéré vert et ce qui ne ferait pas partie de cette catégorie d'actifs verts, donc pour éviter tout risque de greenwashing. Alors le projet de réglementation a été publié en juin 2019, on a eu un premier accord en décembre 2019, comme évoquait Patrick, qui est une avancée considérable pour pouvoir aboutir à ce référentiel des activités durables et à cette classification. Alors, je pense que ce qui est important aussi de retenir par rapport à la taxonomie, c'est le principe qui sous-tend le référentiel des activités durables autour de 6 objectifs environnementaux qui sont l'atténuation au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la gestion durable de l'eau, l'économie circulaire, la pollution de l'air et la biodiversité, avec un principe de do no significant harm, donc c'est-à-dire que l'activité considérée comme durable doit contribuer au minimum à l'un de ces 6 objectifs environnementaux sans porter préjudice aux 5 autres. Et ça, c'est un point important à retenir dans cette classification. Alors sur les canaux, les outils de financement vert en tant que tel, premier outil que je vous invite à garder en tête, c'est l'outil des prêts. Alors vous connaissez l'outil classique des prêts, peut-être pour vos opérations immobilières tertiaires, mais aussi résidentielles. Il y a une déclinaison spécifique pour l'application de l'outil de dette qui est le prêt aux activités vertes et responsables. Il s'agit des prêts verts et responsables. Elles peuvent prendre 2 formes, la forme d'une ligne de crédit simple, mais également la forme d'une ligne de crédit renouvelable, c'est-à-dire d'un montant prélevable pour financer l'ensemble de l'activité d'une entreprise. Alors pour vous donner des exemples concrets, parce que vous êtes probablement en train de vous demander est-ce qu'il y a eu des applications dans le secteur immobilier, en 2018, Gecina, première foncière d'Europe, a contracté un prêt responsable avec ING et Crédit Agricole CIB, Corporate Investment Banking, d'un montant de
entre 100 et 200 millions d'euros en 2018 et a renouvelé l'expérience en 2019, en septembre 2019, portant son montant total d'emprunt bancaire aux alentours de 900 millions d'euros, ce qui représente aujourd'hui 20% de la dette bancaire totale de Gecina, ce qui est un signal fort par rapport à l'intérêt de ce type d'outil. Alors comment est-ce que l'outil fonctionne? Les prêts verts et responsables sont indexés sur une performance RSE, ESG, qui est soit définie sur la base d'objectifs entre la banque et l'entreprise, ou alors sur la base d'un rating ESG. En l'occurrence pour Gecina, il s'agissait du rating GRESB, et en fonction de la performance annuelle de son rating GRESB, le taux d'intérêt, donc le coût du prêt pour Gecina, varie, donc avec un système de bonus-malus en fonction de l'atteinte des objectifs. Un autre exemple intéressant est le prêt qui a été contracté entre EDF et l'un des principaux groupes bancaires espagnols, BBVA, qui lui repose sur des objectifs d'efficacité énergétique d'EDF. On a également comme exemple intéressant les prêts bonifiés. Là, il s'agit de prêts généralement avec une dimension de subvention pour avoir des modalités de prêt intéressantes pour des populations ciblées, par exemple le prêt éco-énergie pour les TPE et les PME dans l'efficacité énergétique en est un exemple. Je vais passer très rapidement sur la suite. Au niveau européen, deux initiatives intéressantes, le projet européen ALDREN et le projet européen IMAP, qui cherchent à créer, à définir des indicateurs de lisibilité et de transparence au niveau du marché européen pour les prêts verts et responsables, les prêts immobiliers, et accélérer la rénovation énergétique du parc privé et tertiaire du bâtiment. On a également comme exemple important à avoir en tête, et je pense que Jean-Éric Fournier de Covivio nous en dira un petit peu plus, l'exemple des obligations vertes. Alors, qui fonctionne, les obligations sont un outil de levée de dette, donc au niveau des marchés financiers, et vous avez la variante obligation appliquée aux projets verts à vocation sociétale ou durable, c'est-à-dire combinant l'environnemental et le sociétal. Et sur cette partie-là, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le taux la rémunération des investisseurs au niveau du coupon, puisqu'il s'agit de titres à revenus fixes, dépend de la réussite des projets immobiliers qui sous-tendent l'obligation verte. C'est-à-dire que l'obligation verte est destinée à financer des projets verts et notamment des projets immobiliers verts. Très rapidement, deux chiffres intéressants au niveau du marché des green bonds dédiés au secteur immobilier. On avait fait un petit travail avec mon équipe sur ce sujet-là. Si on regarde les green bonds émis par des entreprises cotées de l'immobilier, elles représentent aujourd'hui 30% des émetteurs en 2017. Et alors là, ça a été coupé pour des obligations vertes comportant des indicateurs immobiliers, c'est-à-dire ne portant pas uniquement sur des projets immobiliers, mais ayant notamment comme sous-jacent des indicateurs immobiliers. C'est 70% des émetteurs en 2017 de l'ensemble des green bonds. Donc ça, c'est un point intéressant sur l'intérêt de ce marché des green bonds pour les investisseurs. Alors on a besoin de standards internationaux pour la transparence, 3 standards à avoir en tête: les Green Bond Principles de l'ICMA, de l'International Capital Market Association, qui prend la forme de guidelines par rapport aux Green Bonds, le Green Bond Standard à l'initiative de la Climate Bonds Initiative, qui est une association à but non lucratif, qui donne des indications claires par rapport à ce qu'est un green bond, et qui
permet d'être certifié ou d'être certificateur, donc avec une logique aussi de reconnaissance par le biais de la certification. Le GRESB s'est également intéressé à ce sujet avec des guidelines spécifiques. Je vais passer sur cet exemple. C'était pour vous montrer qu'on avait en parallèle aux obligations dites vertes, des green bonds, on a également des obligations à impact sociétal. Je vous invite à regarder ce que fait notamment la Caisse des dépôts en la matière et sa filiale Ampère Gestion via son opérateur Adoma. C'est un très bel exemple qu'à travers un dispositif financier, un montage avec des obligations à vocation sociétale, on est capable de financer une activité comme l'hébergement d'urgence, qui était une problématique clé de l'État aujourd'hui. Dernier exemple par rapport aux outils de finance responsables, les certificats d'économie d'énergie, c'est l'un des plus anciens instruments financiers concernant la politique de maîtrise de demande énergétique, qui peut prendre deux formes. On a le marché des certificats d'économie d'énergie à travers le financement de travaux d'efficacité énergétique, mais également des programmes C2E en lien avec la sensibilisation et l'accélération de la transition environnementale. Green Solus est notamment à l'origine de l'un de ces programmes au niveau de l'État pour travailler la sensibilisation et l'accélération de la transition énergétique de la sécurité sociale, une institution avec de fortes contraintes budgétaires, un parc de 5000 bâtiments, plus de 5 millions de mètres carrés. Nous avons mis en place un dispositif financier pour accélérer la sensibilisation et la pédagogie de 145 000 collaborateurs. Enfin, et c'est ma dernière slide, parce que c'est compliqué, c'est un sujet où il faut... voilà, donc j'essaie de vous donner des clés de lecture. Deux dernières informations, parce qu'on est aussi là pour parler de la certification et de la labellisation comme signal pour le marché. Deux initiatives, le label Greenfin, dédié aux investissements dans les actifs verts. L'immobilier est une catégorie d'actifs concernée par le label Greenfin, que vous avez peut-être connu sous le terme de label Tech, pour la transition écologique et énergétique. C'est une dénomination différente aujourd'hui. Et le label ISR, qui a une approche holistique, ESG, environnementale, sociétale et gouvernance, là où le label Greenfin est exclusivement pensé pour les actifs verts. Ce sont deux labels destinés d'abord pour les investissements en valeur mobilière. On est en attente d'ici la fin de l'année, alors peut-être début d'année prochaine, du label ISR immobilier, qui est le fruit d'une réflexion de l'ASPIM, donc qui est une déclinaison du label ISR que vous voyez là, pensé pour les valeurs mobilières, mais spécifiquement décliné pour les besoins des actifs immobiliers, donc du sous-jacent physique.